troisième partie de notre émission, l'actualité parlementaire ce matin avec les titres de cette actualité. Bonjour Saveria. Bonjour à tous. La France va-t-elle suspendre l'usage des lanceurs de balles de défense? C'est ce que proposent les sénateurs communistes. Leur texte sera examiné jeudi alors qu'un manifestant a de nouveau été blessé samedi au visage. Le préfet de police de Paris juge l'usage du LBD absolument nécessaire. C'est l'actualité au Sénat cette semaine, le projet de loi sur les mobilités, un texte que les sénateurs comptent profondément remanier. Plus de 600 amendements sont déjà prévus. Les sénateurs sont surtout inquiets du financement de cette loi qui, selon eux, n'est pas assuré. Quelle réponse politique apporter à la crise des Gilets jaunes pour Gérard Larcher? Cette réponse peut être en partie institutionnelle. Le président du Sénat propose de revenir sur le non-cumul des mandats ou de simplifier le référendum d'initiative partagée. Je le disais en titre, c'est l'actualité au Sénat cette semaine, le projet de loi sur les mobilités, un texte que les sénateurs comptent profondément remanier. 600 amendements sont déjà prévus. Les sénateurs s'inquiètent surtout du financement de cette loi qui, selon eux, n'est pas assuré. Marie Brémaud. Ce sont déjà 624 amendements déposés ici au Sénat. Et les enjeux sont importants puisqu'il s'agit d'écrire le cadre général des politiques de mobilité pour les 10 ans à venir, même si au Sénat on pousse le gouvernement à avoir une vision plus lointaine et à s'engager sur 25 ans. La grande incertitude de ce projet de loi mobilité concerne le financement. À partir de 2020, il manquerait 500 millions d'euros chaque année pour financer les infrastructures et les politiques publiques en matière de transport. Le Sénat propose de flécher l'intégralité de la hausse de la taxe sur les carburants, soit la TIPCE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, vers le financement des infrastructures de transport. Une disposition à laquelle la ministre des Transports n'est pas défavorable, mais qui n'a pas les faveurs de Bercy. Autre point du texte en débat, la gouvernance en matière de transport. Les sénateurs veulent donner encore plus de marge de liberté et de décision aux élus locaux, c'est-à-dire aux régions et aux intercommunalités. Jusqu'à l'examen en séance à la mi-mars, les sénateurs espèrent négocier avec l'exécutif plusieurs dispositions. Et dans l'actualité, la France va-t-elle suspendre l'usage des lanceurs de balles de défense, Saveria? C'est ce que demande le Conseil de l'Europe. Les sénateurs communistes ont déposé une loi en ce sens. Elle sera examinée jeudi. Le préfet de police de Paris juge l'usage des LBD absolument nécessaire alors qu'un manifestant a de nouveau été blessé au visage samedi. Michael Spitzberg. La pression s'accentue sur les lanceurs de balles de défense ou LBD, alors que le mouvement des Gilets jaunes se dirige vers son 4e mois de mobilisation. La semaine dernière, c'est le Conseil de l'Europe, l'institution chargée de défendre les droits humains et l'état de droit, qui recommandait d'en suspendre l'usage lors des opérations de maintien de l'ordre. Au 21 janvier, 109 blessés graves parmi les Gilets jaunes et les journalistes étaient comptabilisés, dont 78 par des tirs de lanceurs de balles de défense, avec au moins 15 victimes ayant perdu un œil. Mais pour le chef de l'État, pas question de renoncer au LBD. La meilleure manière d'éviter ces utilisations et ces cas, c'est d'éviter d'avoir des gens qui considèrent que le samedi après-midi est fait pour casser les vitrines, casser les institutions ou s'attaquer aux forces de l'ordre. Parce que, je vous le dis très simplement, je ne laisserai pas les forces de l'ordre sans aucun moyen ni d'assurer l'ordre public ni de se défendre face à des gens qui arrivent aujourd'hui armés et avec les pires intentions. Reste que la polémique sur ces armes de défense continue, au Palais du Luxembourg notamment. Jeudi, c'est une proposition de loi des sénateurs communistes qui sera examinée en séance publique. Le but, c'est d'arrêter l'utilisation de ces armes dangereuses. Il faut qu'on arrive à changer ce comportement et apprendre à nos forces de l'ordre le dialogue. En Europe, la France est l'un des seuls pays à autoriser l'usage des LBD dans le cadre de manifestations. Voilà, deuxième interview politique de cette émission. Dans un instant, le face-à-face. On s'y retrouve. À tout de suite. Il est bien arrivé sur ce plateut. Il est là. Bonjour Roger Carucci. Bonjour. Vous êtes sénateur LR des Hauts-de-Seine. Et Très en forme. Bonjour Roger Carucci. Avant de parler du reste de l'actualité, j'aimerais vous entendre sur le sujet qu'on vient de voir, les lanceurs de balles de défense. Le Conseil de l'Europe demande depuis la semaine dernière à la France de ne plus les utiliser. Hier, le préfet de police de Paris nous dit que c'est absolument nécessaire. Quelle est votre position? La France est le seul pays européen à encore les utiliser. Et la France a raison. Et la France est soumise depuis quelques mois à un climat
sinon insurrectionnelle, du moins un climat de manifs non autorisées, non déclarées, souvent violentes. Qu'est-ce qu'on veut? Si on supprime LBD, très bien. Et c'est quoi à la place? On met quoi? Comment font les 26 autres pays Est-ce que dans les 26 autres qui pays... maintiennent l'ordre sans cette arme? Alors, est-ce que dans les 26 autres pays, il y a autant de casseurs? Est-ce qu'il y a autant de dégâts? Est-ce qu'il y a autant de manifs non autorisés? La France est un pays extrêmement démocratique où une manif non autorisée, ou une manif interdite, on laisse quand même la manif se dérouler. Vous croyez qu'on fait ça en Russie? C'est un droit constitutionnel. Le droit de c'est un droit constitutionnel, oui, mais la sécurité publique, ça existe. Qu'est-ce que vous allez donner aux forces de l'ordre? Vous allez leur dire avec vos petites mains, vous allez maintenir l'ordre en face de gens violents, qui eux vous jettent des pavés, qui eux sont parfois armés. Il faut bien qu'il y ait un minimum. Alors après, que l'on encadre LBD, oui, mais qu'on maintienne. Pour rester sur ce sujet de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a donné hier une interview à la RAI, télévision italienne. Il reconnaît avoir fait des erreurs qui expliquent en partie la crise des Gilets jaunes. Quand on va trop vite, quand on est trop rapide ou trop caricaturaux, on fait des erreurs. Est-ce que c'est ça pour vous l'explication de la crise? Ils ont fait des erreurs? Ah oui, oui, certainement. Le président de la République a commis beaucoup d'erreurs. D'abord, l'erreur de ne pas rassembler, de fractionner, de fracturer le pays. L'erreur de mépriser les gens. On ne va pas revenir sur toutes les formulations de l'année 2018, mais le président de la République n'a pas donné le sentiment d'être attentif aux gens modestes. On avait le sentiment que seuls les premiers de cordée l'intéressaient. Et vous savez, quand les gens vivent mal, vivent difficilement, si en plus ils ont le sentiment que leur chef d'État les méprise, ça ne pousse pas à discuter et être raisonnable. Donc forcément, oui, il y a eu beaucoup d'erreurs à la fois dans les mesures prises. Moi, je ne comprends toujours pas, et j'espère qu'on va revenir dessus, sur la hausse de la CSG ou sur la désindexation des retraites. C'est d'une incorrection totale. Ces gens ont travaillé toute leur vie, et quand ils sont à la retraite, vous leur dites oh ben maintenant, on n'en a rien à foutre de vous. C'est insupportable. Donc il faut trouver des mesures de pouvoir d'achat, de considération, de respect et d'unité de la nation. Roger Karoutchi, je voudrais maintenant vous entendre sur les élections européennes. La Commission nationale d'investiture des Républicains, dont vous êtes le vice-président, elle se réunit mercredi. Oui. Est-ce qu'on va enfin connaître la liste complète autour de François-Xavier Bellamy? On ne la connaît toujours pas. Non, chez les autres non plus, donc du calme. On ne vote que le 26 mai. Logiquement, ce mercredi, nous devrions avoir les 20 premiers. Nous avons un conseil national à Lyon le 16 mars. Où il y aura une délégation au bureau, je pense, de la Commission, comme ça s'est fait dans le passé, pour finir la liste. Mais les 20 premiers devraient être connus mercredi. Est-ce que Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati seront sur cette liste? Ah, vous êtes très pressé. Vous avez été très étonné par le trio de tête. Je suis sûr que même dans vos prévisions les plus folles, vous n'imaginiez pas ça. Eh bien, rendez-vous mercredi soir. Je pense. Vous ne pouvez pas nous répondre aujourd'hui? Est-ce qu'ils seront, oui ou non, sur cette liste? Ils ne sont pas très nouveau monde, Brice Hortefeux, Rachida Dati, Nadine Morano. Mais les Républicains ne sont pas nouveau monde. Nous incarnons la tradition, l'ordre public, la tradition gaulliste, la tradition libérale. Et franchement, quand je vois les résultats du nouveau monde, je préfère incarner ce que j'incarne. Il a du mal à être soutenu publiquement par les figures de droite, François-Xavier Bellamy. On connaît les réticences de Valérie Pécresse. J'aimerais savoir si vous allez voter pour lui et vous le soutenez. Et je vais faire campagne. Mais vous aviez des réticences, vous l'avez dit. Oui, vous l'avez dit. Moi, je n'étais pas. Je pensais que, par exemple, Philippe Juvin ou Arnaud Danjean auraient fait un tête de liste plus rassembleur. Le trio, et je l'ai dit à la précédente CNI, le trio me va bien par son équilibre, par son côté étonnant. Je ferai campagne, et j'ai déjà dit dans le passé que je souhaitais que nous fassions un score beaucoup plus important que ce que nous donnent les sondages, parce que c'est bon pour la démocratie, et je ne veux pas laisser Macron en face des extrêmes. Et tous nos électeurs doivent se remobiliser. Nous allons faire un très beau score, et vous verrez, la campagne va être magnifique. Sur un tout autre sujet, Roger Karoutchi, vous réunissez ce mercredi une cinquantaine de sénateurs de votre groupe, sénateurs Les Républicains, pour réfléchir à la réforme des institutions. Qu'est-ce que vous allez proposer? Premier élément, c'est que je crois qu'il ne faut pas se cantonner au Sénat. Qu'est-ce qui ne va plus dans la Ve République? Elle est de nouveau sur les rails, cette réforme? Elle a été un peu oubliée du fait de la crise des Gilets jaunes. Sur les rails, c'est beaucoup dire, elle a déraillé plusieurs fois. Mais je pense que le gouvernement veut faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est qu'on a d'un côté le chef de l'État, chef de l'exécutif, mais depuis le quinquennat et l'élection législative qui suit, le chef de l'État est devenu aussi le chef de la majorité. Il est à la fois l'exécutif et le législatif. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est la négation même de la démocratie. Qu'est-ce que vous proposez? Donc, ce que je propose, c'est que ce ne soit plus le quinquennat, qu'on revienne. Ça a été une erreur, il faut le dire. Donc, qu'on revienne au septennat, un septennat sec,
c'est-à-dire une seule élection. Le président de la République est là pour 7 ans, il a le temps des réformes, il n'est pas tenu par le côté très électoraliste. L'Assemblée nationale est élue tous les 5 ans, donc elle n'est pas dépendante directement du président de la République. Il faut qu'on fasse revivre le législatif. Ce que Macron ne veut pas comprendre, et ce qu'il va devoir comprendre, c'est que la crise des Gilets jaunes est en partie la crise de la représentation. Pourquoi ? Parce que les gens se disent, mais on a des députés, on a des sénateurs, quel pouvoir ils ont face à Macron ? Pourquoi on crie Macron démission dans les rues ? Parce que les gens ont le sentiment qu'il n'y a que lui qui a le pouvoir. Vous allez déposer un texte pour voter ce retour au septennat ? Moi, je pense qu'à terme, il y aura une proposition de loi constitutionnelle, y compris d'ailleurs sur le fait que le Sénat ait le dernier mot sur tous les textes de loi concernant les territoires et les collectivités locales. On a déjà dans la Constitution la priorité en la matière. Justement, Roger Karoutchi, quelle réponse politique apporter à cette crise des Gilets jaunes ? Pour le président du Sénat, pour Gérard Larcher, cette réponse, elle peut être en partie institutionnelle. Il propose de revenir sur le non-cumul des mandats ou encore de simplifier le référendum d'initiative partagée. Avant de vous faire réagir, je voudrais qu'on regarde ensemble ce sujet de Jonathan Dupriez. Plutôt qu'un RIC, Gérard Larcher milite pour un référendum d'initiative partagée plus facilement applicable. Actuellement, pour déclencher le dit référendum, il faut recueillir les signatures de 185 parlementaires et plus de 4,5 millions d'électeurs. Gérard Larcher prône ainsi un abaissement du seuil de signature à 2 millions. Actuellement, c'est 10% du corps électoral. 4 millions. 4 millions. Donc, 10% du corps électoral et presque 200 parlementaires. Nous arbitrerons au mois de mars, mais la proposition qui est faite est au moins de la baisser de moitié. Le président du Sénat entend aussi revenir sur le non-cumul des mandats pour les maires, car pour lui, les élus locaux sont le ciment de la République. Mois de novembre, c'était balance ton maire. Février, c'est accroche-toi à ton maire. Et donc, le rôle de l'élu local est essentiel, et avoir des parlementaires qui sont aussi enracinés dans le local, ça m'apparaît important. Vous dites vive le cumul. Je ne dis pas vive le cumul, je dis réfléchissons bien. Nous n'avons jamais été favorables à la déliaison totale. Autre sujet, le rôle du Sénat dans les institutions. Pour Gérard Larcher, la commission d'enquête sur l'affaire Benalla a permis de balayer certaines critiques quant à l'utilité de la Chambre haute. Cette commission d'enquête, mais bien d'autres sujets, démontrent l'importance du bicamérisme, d'avoir une assemblée qui ne procède pas de l'élection présidentielle. Le Sénat qui procède d'un autre temps, du suffrage universel indirect. C'est un lieu où on ne dit jamais oui par discipline et jamais non par dogmatisme. Gérard Larcher réaffirme avec force le rôle du Sénat dans un contexte de tension avec l'exécutif. Dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron avait émis la possibilité d'une fusion entre la Chambre haute et le CESE. Grotesque. Grotesque. Ah oui, ça... La fusion avec le CESE. Bon. En tout cas, votre réaction sur cette proposition de Gérard Larcher de revenir sur le cumul des mandats, cette proposition de la possibilité de cumuler avec un exécutif local, vous y êtes favorable, j'imagine ? Moi, j'y suis favorable. On voit bien, d'ailleurs, le gouvernement hésite là-dessus parce qu'il se rend bien compte que la coupure complète entre les populations et le Parlement n'est pas possible. Et que donc, si on avait eu ça, si on avait maintenu ça dans la plupart des communes, les maires, les parlementaires travaillant ensemble, c'était l'idéal pour que les gens soient représentés. Il faut arrêter. Pas de cumul des indemnités, pas de cumul pseudo des avantages, mais cumul des fonctions. Dans la plupart des cas, c'est le seul moyen d'avoir une représentation des territoires. Autre possibilité énoncée par Gérard Larcher, abaisser le seuil de déclenchement du référendum d'initiative partagée de 4 millions à 2 millions. Est-ce que ça peut servir, ça peut être utile, ça peut permettre que ce référendum soit plus utilisé, puisqu'il ne l'est jamais, je le rappelle. J'ai proposé, et je propose, que le référendum d'initiative partagée, qui est dans l'article 11 depuis la réforme de 2008, mais qui disait 20% des parlementaires, 10% du corps électoral, c'est trop. Et dans mes propositions, je mets 10%. C'est trop, vous voulez dire, c'est trop élevé comme ça ? C'est trop élevé, ce qui fait que d'ailleurs, ça n'a jamais été utilisé depuis 2008. Donc, passons de 20% à 10% des parlementaires et de 10% à 5% du corps électoral. Ça fait un peu plus de 2 millions 300 000. Donc vous suivez complètement Gérard Larcher là-dessus. Et je propose même qu'on abaisse le seuil des parlementaires. Pour terminer, j'aimerais revenir juste sur ce que vous m'avez dit tout à l'heure, sur donner ce dernier mot au Sénat dans l'examen des textes qui concernent les réformes des territoires. Ce serait une réforme majeure, vous pensez que c'est possible ? C'est une réforme absolument nécessaire. La Constitution donne déjà la priorité au Sénat sur l'étude de tous les textes sur les collectivités locales et l'organisation territoriale. Le Sénat est le représentant des territoires. Que le Sénat ait le dernier mot sur ce point-là, c'est en plus
un rééquilibrage entre l'Assemblée et le Sénat qui ne nuit pas au pouvoir de l'Assemblée, qui permet de mieux négocier et d'avoir des CMP, probablement. Il faudrait modifier la Constitution pour Bien cela. entendu, mais comme pour tout le reste. Roger Carucci, le départ d'Alain Juppé avec Emmanuel Macron à Bordeaux jeudi et vendredi en, on va dire, accompagnateur de ce départ. C'est quoi? C'est l'ancien monde dont vous vous réclamez tout à l'heure qui quitte la scène? Oh non, parce que l'ancien monde va revenir sur la scène. Donc l'ancien monde ne quitte pas la scène. Alain Juppé hésitait à se représenter à Bordeaux, est envoyé au Conseil constitutionnel. Moi, je n'ai aucun commentaire à faire. Je suis sûr que ce sera un excellent membre du Conseil constitutionnel. Il a l'expérience et les qualités nécessaires. Point barre. Que des hommes intelligents soient au Conseil constitutionnel, ça me ravit l'âme. Vous avez appelé le nouveau maire de Bordeaux? Ah non, non, je n'ai pas un lien suffisant avec lui pour le faire. Merci Roger Carucci. Merci beaucoup. Roger Carucci, sénateur LR des Hauts-de-Seine. On passe dans un instant, Saveria. À l'œil 2. À l'œil 2. On est parti pour l'œil 2. Voilà, Roger Carucci quitte ce plateau en direct et fait son entrée. Bonjour. Sabine Janssen, prof à Sciences Po. Non, professeur au CNAM. Au CNAM, pardon. Voilà, docteur en sciences politiques, en histoire également. Docteur en histoire. En histoire. Très bien. Prof au CNAM et docteur en histoire. Voilà, pardon, c'est dit. Docteur en histoire, oui, professeur au CNAM. Bonjour Sabine Janssen, on va revenir avec vous, on en a parlé lors de l'interview sur le cumul des mandats, le non-cumul des mandats et cette proposition de Gérard Larcher qui veut que le débat soit rouvert avec la possibilité de cumuler un exécutif local. Est-ce que d'abord on peut revenir sur cette loi ? Alors oui, je pense qu'on le peut, mais il faut savoir si on le veut. Alors c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a eu un avant Gilets jaunes et puis un après. Les propositions faites par Emmanuel Macron qui visaient effectivement à renforcer encore le non-cumul datent de l'été 2017, puis ensuite avril 2018 pour le projet présenté par le Premier ministre. Aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même réévaluer un petit peu les choses. Depuis 2014, on a eu donc un renforcement des lois sur le non-cumul. La question, c'est est-ce qu'on veut aujourd'hui affaiblir le Parlement ou est-ce qu'on veut le renforcer ? On mesure bien qu'il y a des effets bénéfiques au non-cumul, une plus grande féminisation, une plus grande ouverture au fond aussi de la classe politique, un rajeunissement, un renouvellement. Ça, c'est une chose, mais il y a aussi des effets négatifs, une coupure entre l'élu national et l'élu local. Vous voulez dire que cette loi, elle a affaibli le Parlement ? C'est votre jugement ? Je ne dirais pas qu'elle l'a affaibli. Je dirais qu'en tout cas, aujourd'hui, dans le contexte actuel, où on a quand même des attaques anti-parlementaires assez fortes et où il y a une vraie demande d'une meilleure proximité, d'une meilleure représentativité, je ne suis pas sûre qu'un non-cumul intégral soit la bonne solution. Voilà. Après, la question, c'est celle du seuil. Et même d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même est revenu devant les maires de l'Eure sur cette question en disant qu'au fond, il n'y avait pas de tabou. Sabine Janssen, autre proposition du président du Sénat, d'abaisser le seuil de déclenchement du référendum d'initiative partagée de 4 à 2 millions. Quel serait tout d'abord l'intérêt d'une telle mesure d'abaisser le seuil ? Ça serait de favoriser finalement le recours à ce référendum, tout simplement parce que la réforme de 2008 avait vraiment prévu un système ceinture et bretelles et en réalité ni véritablement une initiative populaire ni véritablement non plus la possibilité d'appliquer un référendum puisqu'il fallait d'abord que ce soit les députés ou les sénateurs, les parlementaires qui se saisissent de cette initiative pour qu'ensuite elle ait la possibilité, avec le soutien des citoyens, de 4,5 millions, d'être examinée, simplement examinée dans le cadre du Parlement. En fait, elle était faite pour l'opposition, c'était une clé pour l'opposition. Donc je pense que l'abaissement du seuil, c'est une bonne idée dans la mesure où ça faciliterait ce recours. Et en même temps, attention, on sait que c'est très compliqué. Est-ce que le référendum portera sur des questions d'importance ?
Et auquel cas, on ne peut pas non plus laisser la décision, je veux dire, squeezer la représentation, ou est-ce que c'est une question qui n'a pas d'importance et auquel cas, est-ce utile? Pour terminer rapidement, dans leur proposition, les sénateurs veulent en revanche que le Parlement puisse rester décideur, comme le prévoit déjà la Constitution. C'est-à-dire qu'il y ait 2 entrées, une par la voie parlementaire et une par la voie des citoyens eux-mêmes, c'est ça? Écoutez, je crois que c'est essentiel que le Parlement reste décideur, parce que sinon on met à bas toutes nos institutions. Donc il faut que la démocratie représentative soit, comme l'a dit le rapport de M. Bonnecarrère, plus coopératif, qu'on ait plus de coopération, plus de participation. Ça, c'est clair, ça manque. Et je crois que les mouvements des Gilets jaunes l'ont bien démontré. Voilà, une démocratie participative qui vient renforcer la démocratie représentative, mais pas la remplacer. Écoutez, ça serait une grave erreur, il me semble. Et même revenons sur le cumul des mandats un instant. Est-ce une bonne idée de limiter dans le temps le nombre de mandats? Est-ce que nous n'avons pas eu, est-ce que Clémenceau n'a pas sauvé la France et Churchill n'ont pas sauvé la France? C'était pour faciliter le renouvellement des élus. Oui, mais est-ce que, si vous voulez, l'électeur n'est pas en droit de se prononcer lorsqu'il vote, s'il veut ou non renouveler? Ça demande quand même de l'expérience de fabriquer la loi. Ça demande des compétences et de l'autorité. Je pense que ça s'acquiert avec le temps et l'expérience. Est-ce qu'on veut une rotation des parlementaires ou pas? La question est là. Très bien, merci beaucoup. Professeur au CNAM et en histoire. Voilà, c'est ça, exactement. Merci pour votre éclairage. De votre éclairage. Merci à vous pour cet œil 2. On passe, Saveria, à l'agenda avec tout ce qui se passe au Sénat, bien sûr. Absolument. Dès demain, la séance reprend à 14h30 une proposition de loi qui vise à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux. Un texte présenté par Bruno Gilles, qui est élu de Marseille, élu des Bouches-du-Rhône, et que nous recevrons mercredi sur ce plateau. À 16h30, Gabriel Attal, secrétaire d'État, auditionné par 2 commissions, la commission de la culture et la commission des affaires étrangères, sur le service national universel. Et puis enfin, jeudi, on en a parlé en séance à 16h15, l'examen de la proposition de loi présentée par les sénateurs communistes pour interdire l'usage des lanceurs de balles de défense. Un texte présenté donc par Éliane Assassi au nom du groupe communiste au Sénat. Très bien, on passe dans un instant à la revue de presse, les unes de la presse quotidienne régionale notamment. À tout de suite. Voilà, à la une de la Marseillaise, c'est l'Algérie et le maintien d'Abdelaziz Bouteflika, Saveria. À Marseille, 1 millier d'Algériens se sont rassemblés contre une 5e candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Le peuple vomit le pouvoir algérien. Prenez votre argent et dégagez. On veut juste notre dignité, ont scandé les manifestants. Abdelaziz Bouteflika, qui a bien déposé hier soir sa candidature, il s'est toutefois engagé, s'il est élu le 18 avril, à ne pas aller au bout de son mandat et à se retirer à l'issue d'une présidentielle anticipée. L'annonce de sa candidature a été accueillie par des marches de protestation nocturnes partout dans le pays. Un appel à la grève générale a été lancé pour aujourd'hui. Et puis après le drame qui a causé la mort de 2 jeunes à Grenoble, c'est l'engrenage de la violence et c'est à la une du Dauphiné ce matin. 2e nuit d'émeute dans le quartier Mistral. 2 jeunes de 17 et 19 ans sont décédés à scooter. Dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'ils étaient poursuivis par la police, ils roulaient sans casque et sur un scooter volé. Ce drame a entraîné des émeutes toute la nuit dans ce quartier de Grenoble où ils habitaient. Une caserne de CRS a notamment été prise pour cible. Hier soir, les émeutes ont repris avec des voitures brûlées et des affrontements avec la police. Et les dernières nouvelles d'Alsace avec le retour du loup, un sujet sensible et une magnifique photo en une. Quelle place pour le loup dans le massif vosgien? Le loup est une espèce protégée. De retour en Alsace et dans les Vosges en petit nombre, il faut rassurer les éleveurs inquiets pour leur troupeau. Un peu plus d'1 siècle après sa disparition, le loup est bien de retour en Alsace. Une attaque s'est produite la semaine dernière à Allan, c'est en Meurthe-et-Moselle. Un éleveur a retrouvé 3 agneaux et 2 chèvres égorgées. Les experts sont formels. Il s'agissait bien d'un loup. Et à la une du Courrier de l'Ouest, un des journaux du groupe Ouest France, ce sont les plaques d'immatriculation corse qui sont plébiscitées en Anjou. Ça va et pas qu'en Anjou, dans tout le pays, de plus en plus de 2A et de 2B fleurissent à Angers, dans ses environs. Les plaques corses sont en effet parmi les plus demandées.
en cause, eh bien certains pensent être davantage en sécurité s'ils ont des plaques corse sur leur voiture, d'autres ne veulent pas être embêtés quand ils vont en Corse ou moins klaxonnés. Et puis il y en a même qui pensent qu'ils seraient moins arrêtés par la police s'ils ont des plaques de A ou de B. Voilà, et puis c'était hier à Bordeaux, à Dunkerque, c'est la saison des carnavals, le sens de la fête pour la une de la Voix du Nord. Partout en Europe, Venise a donné le coup d'envoi de la saison des carnavals sur le double thème de la beauté et de la vanité. En France, c'est à Dunkerque, dans le nord de la France, qu'on trouve une des traditions les plus farfelues. C'est devenu une tradition depuis les années 60. Le maire de la ville jette des harengs à la foule en délire. Ça s'est passé hier, en fin d'après-midi. 450 kilos de harengs, de poissons ont été jetés hier depuis le balcon de la mairie. Voilà pour cette tradition. Bon, écoutez, je vous propose qu'on s'y mette. Hein. Merci Saveria. On vous retrouve demain pour l'actualité parlementaire de cette émission. À demain. Merci à vous. Très bonne journée. Ensemble, on va regarder la météo des territoires, le temps qu'il fait en France et dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. Puis le Zap Matin de Christophe Combarius qui s'est également passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères. On se retrouve après. À tout de suite. À demain. Très bonne journée. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Monsieur Macron a eu cette phrase. Personne n'a le droit de rire. Je suis un patriote de notre agriculture. Mais rappelez-vous, notre président, qui n'est jamais avare de petits retournements de formule, avait dit également « Je peux me sentir gilet jaune ». Alors, pas plus qu'il n'est gilet jaune, il n'est un patriote de l'agriculture. À cause de ce poids de la fiscalité dont on parlait tout à l'heure, à cause de ce poids des charges qui pèsent sur le travail, il faut absolument que le gouvernement réponde sur ce terrain-là. Nous n'avons pas besoin d'un président commentateur qui décrit avec beaucoup d'efficacité, d'ailleurs avec une vraie virtuosité, la situation à longueur de débat sur les chaînes de télévision. Nous avons besoin que le président agisse. Il faut que les Français puissent amender les lois. Mais la loi, elle est faite par le Parlement et par le parlementaire. Donc des amendements citoyens. Des amendements citoyens dans des grandes lois. Mais par quel biais? Par des consultations, des référendums? Bien sûr, Internet, des consultations. Bon, bref. Il aurait fallu que le président de la République apporte des réponses sur ce sujet pour que ce mouvement s'arrête. Et on n'aurait pas eu ces mutilés, on n'aurait pas eu ces blessés. Mais le gouvernement a choisi une stratégie inverse, c'est la stratégie du pourrissement, parce qu'en réalité, il ne veut pas répondre aux revendications. À un moment, il faut regarder les choses en face. Donc les gens, aujourd'hui, ils prennent le gouvernement au mot. On projette plus rarement des femmes en position de Premier ministre, et je pense que c'est une bonne question que vous soulevez. Oui, mais dites-nous pourquoi. Mais pourquoi? Parce qu'on est dans un pays extrêmement sexiste. Enfin, je pense que la réponse, elle est assez évidente. Et Emmanuel Macron n'a rien changé en Mais cela. pardon de le dire, mais là, je suis en train de vous répondre. Vous êtes trois messieurs en face de moi. Et puis alors, troisième révélation, qui est quand même la meilleure. Le journaliste lui dit, et si demain l'époque des États-nations était terminée, comme le pense Emmanuel Macron, est-ce que les États-nations pourraient disparaître? Et là, réponse de M. Bellamy, non, c'est pas le moment, mais si la conscience européenne évoluait, oui, pourquoi pas. Si vous voulez continuer de transférer nos pouvoirs à l'Union européenne, si vous voulez encore plus d'immigration, si vous voulez encore plus de traités de libre-échange, si vous voulez l'impôt européen qui est soutenu par M. Macron, eh bien votez pour la République en marche. Là, on n'est pas dans la caricature, et si vous voulez une Europe des nations et donc une Europe des peuples, alors vous voterez pour le Rassemblement national. À l'issue de ce long échange, ces journalistes m'ont demandé si je pensais qu'il pouvait y avoir un jour un peuple européen et donc une souveraineté européenne. J'ai répondu que si dans 5000 ans, par la maturation de l'histoire, il y avait un peuple européen, peut-être on pourrait penser une démocratie européenne, mais que aujourd'hui, il est parfaitement certain que ça ne se produit pas par la décision politique, contrairement à ce que M. Macron semble croire.
Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bien sûr, l'invité politique sur ce plateau en direct sera Jean-François Copé, l'ex-président de l'UMP. Il sera là demain et nous, on se retrouve aussi. Au revoir, merci de votre fidélité, à demain.